Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Grand Angle, votre magazine hebdomadaire. Sans plus tarder, place à la première rubrique. Depuis un certain temps, la commune de Fungurume rencontre des difficultés liées aux coupures intempestives du courant électrique, constat fait par notre rédaction. Les perturbations du courant électrique qui surviennent quotidiennement à Fungurume sont devenues si récurrentes qu'elles empoisonnent la vie aux habitants et freinent à maintenir le produit vendu au frais. Des boucheries, de pharmacies, cybercafés ainsi que le commerçant de l'alimentation en général, lesquels ne savent plus à quel sens y vouer pour que cessent ces sempiternels problèmes. Je n'arrive plus à bien faire mon travail à cause des coupures intempestives que nous connaissons ici chez nous à Fungurume. La SNEL ne fait pas bien son travail. Que cette société puisse revoir cette situation. On ne sait plus comment vaquer à nos occupations et des fois même certains aliments que nous mettons dans nos congélateurs pourrissent. Nous connaissons un sérieux problème en fourniture en courant électrique. Des fois, on peut rétablir du courant quelques minutes après et à coupure. On dirait que nous sommes en train de payer la facture sans pour autant en bénéficier. Et pourtant, quand on a du courant électrique, on peut créer même d'autres activités qui peuvent nous permettre à bien vivre avec nos familles. Signalant par ailleurs que ces problèmes qui se manifestent plusieurs fois par jour fait ulcérer le ménager et les commerçants, surtout lesquels ont besoin du courant électrique pérenne, car il est primordial à leurs activités. Et puis, les nouveaux comités du CS Lualaba vient d'être installé. La cérémonie s'est déroulée le samedi 8 août 2020 lors de l'Assemblée générale ordinaire. Le centre d'accueil Immaculata a servi des cadres au sortir de la dite Assemblée générale. Olivier Katouta, élu au poste du premier vice-président, reste confiant pour la saison sportive qui s'annonce. Il est au micro de Passion Kabomba. Je dirais oui et non. Oui, parce que la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Et là, je suis satisfait. Et je dis non parce que la tâche qui m'est réservée, elle est lourde. Mais j'espère aussi avec la volonté de ceux-là qui m'ont prêté confiance, elle ne sera pas lourde. Donc, je suis satisfait. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, ils n'ont que, c'est les joueurs qui sont là, ils n'ont que 2 gens. Et nos joueurs en ont aussi 2. Donc, on ne peut pas dire que si Mazembe est aujourd'hui là où il est, c'est ces groupements. Donc, même le CS Lualaba peut aller avec la volonté du comité, la volonté de supporters, c'est la volonté de tout le monde. L'équipe pourra aller de l'avant. Donc, nous sommes sûrs que nous irons de l'avant. Bien sûr que oui. Disons que le temps qui était passé, tout le monde était dans le confinement. Lorsque le Caneva est là, les joueurs, avec la bénédiction du coach, vont tout faire pour que notre équipe fasse le mieux possible. Madame, Messieurs, c'est l'heure de la revue de presse avec Passion Kabomba. Bienvenue, Passion Kabomba. Oui, alors on commence avec Okapi qui a titré Calendrier académique aménagé. Thomas Louaka invite chaque établissement à l'adopter. Bien évidemment, grâce au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire par le biais du ministre du tutelle, Thomas Louaka, a publié ce vendredi 7 août 2020 les calendriers réaménagés de l'année académique 2019-2020 et annonce également au cours de ce document que l'année académique 2019-2020 est fixée pour le 21 novembre 2020 prochain et l'ouverture solennelle de l'année académique 2020-2021 interviendra le 14 décembre 2020. Bien dit, Passion Kabomba. Et Média Congo a titré marque de 2 ans de navigation à vue. Le PPRD détermine à conquérir le pouvoir en 2023. Bien évidemment, Gracia Oliko, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle est
sorti ce week-end dans un séminaire de formation des communicateurs des masses à Kinshasa pendant 2 jours. Il est parti cher à Joseph Kabila Kabange, le sénateur AFI, a réfléchi sur comment conquérir le pouvoir d'ici 2023 et selon une source concordante, cette formalité serait juste cette formation bien sûr sera juste une formalité car les peuples réclament déjà leur retour au pouvoir. Et pour sa part, interview.cd a titré Lubumbashi, quelques morts dans l'écroulement d'un bâtiment à 2 étages sur le boulevard. Bien évidemment, en pleine construction depuis plus de 5 ans, le bâtiment express à 2 étages situé sur le boulevard Mosseri s'est effondré ce vendredi 7 août 2020 et encore les autorités provinciales. Il est difficile d'établir un bilan à l'heure actuelle et de connaître les causes ainsi que les dégâts car selon une source de la société civile du Haut-Katanga, des cœurs sans vie ont été aperçus sur les lieux du drame. Et nous allons terminer par nous-mêmes. Wangu.info qui a titré Kolwezi, fermeture de station-service après les mots d'ordre de l'AFEC. Et voilà, c'était quasiment un calme total qui s'est observé ce jeudi 6 août 2020 sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, suite à la décision prise par les détenteurs et francs au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FAIC, en sigle, qui ont décidé de suspendre leurs activités, notamment la vente des carburants, une situation qui a impacté même sur les prix du transport en commun. Merci beaucoup, Patient Kabomba, pour cette revue de presse. C'est à moi de te remercier, grâce au Léco. Merci, Madame, Messieurs. Suivons à présent la rétro de la semaine, rendue par Raphaël Oblandi. Messieurs, bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Le lundi, nous avons tenu à vous informer que les habitants de l'avenue Babinji à la cité Jekamine Kolwezi sont montés au créneau suite au minage à répétition qu'effectue l'entreprise Comus qui les expose au danger. Ils ont par ailleurs lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes. Nous avons informé que le cours d'échange entre le franc congolais et le dollar américain a franchi il y a une semaine la barre symbolique 1950 voire 1500 pour un dollar américain. À ces sujets, la Banque centrale du Congo promet de décanter la situation. Mardi 4 août 2020, les habitants environnant les arcs artificiels Kabongo manifestaient pacifiquement le mardi suite aux inondations dont ils sont victimes. Avec l'approche de la saison pluvieuse, un mémorandum devrait être déposé à l'Assemblée provinciale, chose qui n'a pas été faite. Toujours le même mardi, nous avons informé que Richard Mouyège, gouverneur de la province du Lualaba, a inspecté les travaux de la route Bypass. Cette route des contournements est construite par l'entreprise Malta Forest. Le gouverneur s'est fait accompagner de son ministre des Infrastructures. Le mercredi 5 août, nous vous avons informé qu'une délégation de chauffeurs a été reçue par le président de l'Assemblée provinciale Louis Kamwini afin de solliciter son implication dans le dossier de la délocalisation des arrêts de bus de Mwangeji vers l'avenue Fifi Matsuka. Et en société, toujours le même mercredi, à l'approche de la saison pluvieuse, les habitants du quartier Ewabora ont manifesté leur inquiétude face aux érosions qui présentent un énorme danger pour la population de cette contrée. Ils ont lancé un cri d'alarme aux autorités provinciales. 6 août 2020, la prévention de la pandémie à Covid-19 n'est pas un sujet de raisonnement a priori pour les habitants du village Monfoué, un village se trouvant à 30 km de Kolwezi dans les territoires de Muchecha. Les habitants de cette contrée réfutent l'existence de la pandémie à coronavirus. Le même mercredi, 2 semaines après la création de la coopérative Mamiko par le ministre provincial de Mines, l'heure était à la sensibilisation des manutentionnaires de Moussompo le même jeudi. Toujours le même jeudi, le mot d'ordre de pétroliers réunis au sein de la FEC avait été respecté sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Aucune station-service n'a été opérationnelle. Une situation qui a sans doute pénalisé les conducteurs de véhicules. Vendredi 7 août 2020,
tragique. C'est en tout cas la situation qui a été vécue sur Lubumbashi. Un bâtiment encore en chantier s'est effondré au croisement du boulevard Moussiri et l'avenue Mohamed. Un drame dont la cause serait liée à un cas de force majeure dans le mélange du mortier et le manque de l'expérience. Et à plus de 25 km de la ville de Kolwezi, au village Answana et Lunga, une seule école dont le classement pléthorique accueille tous les élèves de ce village. Les habitants de ces derniers déplorent les conditions dans lesquelles ils vivent. Enfin, le samedi, nous avons informé à l'humanité à renforcer la coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par les populations autochtones dans des domaines tels que le droit de l'homme. Tel est le but de la célébration de la journée des populations autochtones le 9 août de chaque année. Fin de cette rétrospective de la semaine, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Madame, Messieurs, place à la 4e rubrique de votre magazine. Il s'agit là du décryptage, juste après cette transition. Et le sujet qui fera l'objet de ces analyses est rien d'autre que la hausse du prix à la pompe qui est la résultante même de la grève des pétroliers. Suivez cet élément de Passion Kabamba. 72 heures après la grève des pétroliers évoluant au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, il y a répercussion sur les prix du transport ainsi que celui du carburant qui jadis, un litre s'est vendu à 3 000 francs congolais qui se vend actuellement à 7 000 francs voire même 8 000 francs congolais. Une situation qui plonge les conducteurs dans le désespoir. Nous regrettons vraiment la situation qui sévit actuellement. Le prix du carburant a été revu à la hausse. Les détaillants s'y sont décidés eux-mêmes de majorer le prix. Finalement, nous allons vivre comment? Et pour beaucoup, la faute incombe aux autorités qui ne cessent de multiplier les taxes. Des détenteurs de stations nous ont dit que le gouvernement a exagéré avec la multiplicité de taxes. C'est une chose qui les a poussés à gréver. Que le gouvernement puisse échanger avec ces gens afin que nous puissions vaquer paisiblement nos occupations. Que le gouvernement nous aide, ou sinon nous allons souffrir avec nos familles. Ici de noter que la hausse du prix des transports sur la ville intervient juste après que le détenteur des stations-service est entré en grève, dont le dossier est en cours de traitement à la présidence de la République. Et voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec Bondo Meki, expert en économie, Moïse Swana, activiste de la société civile et jeune leader dans Israël, jeune entrepreneur. Déjà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Beaucoup d'honneur, madame. Merci. Et d'entrée des jeux, dites-nous, qu'est-ce qui a vraiment poussé les pétroliers à entamer cette grève? Bondomeki. Merci beaucoup, madame. Déjà, nous devons savoir que le pétrole, n'est-ce pas, fait partie des outils, n'est-ce pas, sur lesquels l'État est en train de jouer avec sa politique économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gasoil, le produit pétrolier sont une denrée dont le prix se retrouve, un vecteur qui se retrouve dans tous les prix de biens et même de services consommés par la population dans un pays. Vérifiez partout, le carburant, le pétrole se trouve là-dedans, partout son prix. Alors c'est pour ça que l'État s'approprie ce secteur là-bas pour le gérer de manière à assurer toujours le bien-être de la population. Parce qu'un tel produit, si son prix commençait à flamber sans contrôle, je crois que c'est la population qui en paierait la facture. Et pour ça, l'État le récupère. Maintenant, quant à ce qui concerne la gestion même de ce produit stratégique, produit économique stratégique, je trouve que la gestion a été un peu problématique dans ce sens qu'il y a eu une certaine stratification au niveau du pays qui a été faite sur la gestion du carburant. Donc vous avez la zone sud-est, vous avez la zone ouest du pays, là où vous avez une structure de prix, deux structures de prix différentes. Vers l'ouest, vous avez 1,10 ou 1,01 $ par litre, mais tandis que dans la zone sud-est, là où vous avez le Grand Katanga et le Grand Kasaï, vous avez 0,75 $ par litre. Alors que les pays, plutôt les pétroliers qui sont dans la zone ouest, lorsqu'ils connaissent, n'est-ce pas, des déficits au niveau de leur balance, au niveau de leur compte, l'État est en train de leur faire des subventions, mais ce n'est pas le cas avec
les pétroliers qui sont dans la zone sud-est, alors que ceux-ci se sont maintenant réveillés pour commencer à réclamer certaines facilités, une certaine politique protectionniste de manière à ce qu'ils puissent faire face à leurs dépenses. Mais malheureusement, l'État n'a pas suivi et encore malheureusement, les pétroliers ont décidé de manière unilatérale parce qu'ils étaient à une table de négociation avec le pouvoir public ou l'État, mais ils n'ont pas attendu que celui-ci puisse réagir, mais ils ont tout simplement passé à l'action, ça veut dire la grève. Le prix du carburant que nous voyons flamber sur le marché, mais ce n'est pas la pompe parce que toutes les pompes sont arrêtées, c'est plutôt les revendeurs, nous ne savons pas comment ils se sont procurés du carburant, qui aussi jouissant, n'est-ce pas, de l'environnement, sont en train de jouer à ce qu'on appelle la spéculation pour commencer à hausser le prix parce que justement tout le monde commence à rechercher le gasoil ou le carburant qui est maintenant une denrée extra rare aujourd'hui. Le prix maintenant est pratiquement quintuplé sur le marché, surtout ici à Kolwezi. Quintuplé, c'est vraiment intolérable. Et au finish, celui qui en paie la facture, comme l'État le craindrait, aujourd'hui, c'est qui? C'est toujours la population. Voilà d'entrée des jeux, ce qui nous met dans cette situation ici malencontreuse. Et là, je comprends que vous êtes en train de les soutenir, les pétroliers. Ils n'ont pas tort de faire souffrir la population. Madame, je le soutiens parce que je le soutiens parce qu'ils ont une corporation qu'on appelle FEC. Ils sont partis vers l'autorité qui gère. L'autorité aussi, bien entendu, c'est lui qui gère, qui donne la structure de prix, qui fixe le prix du carburant, qui est une denrée stratégique. Mais il aurait fallu continuer, n'est-ce pas, à négocier jusqu'à avoir un terrain d'entente. Mais aujourd'hui, par exemple, après que la population ait déjà subi ce qu'elle a subi, vous suivez déjà tous les médias sont en train de dire quoi? Ok, le président a demandé une médiation sous la houlette du ministre de l'économie pour qu'il y ait une entente. Et on dit, le ministre maintenant dit que leurs revendications ont été prises en compte aujourd'hui. Prendre en compte aujourd'hui, après que la population ait déjà essuyé, n'est-ce pas, tout ce manque à gagner, toute cette perte ici, toutes ces charges, n'est-ce pas. Alors moi, je trouve qu'on est en train de victimiser la population au lieu plutôt d'assurer son bien-être, mais l'État n'a vraiment pas joué une bonne politique économique là-dessus pour assurer le bien-être de la population sur cette question ici du carburant. Et ça continue parce que jusque-là, nous n'avons pas encore de solution. Demain matin, quelle en sera la situation? C'est grave. Les tronçons maintenant qui coûtaient 500 francs, aujourd'hui, ça coûte 1500 francs et 2500 francs pour les autres, voire on veut les vérifier sur le marché. Je crois que c'est un échec cuisant que le gouvernement est en train d'essuyer. Et quelque part aussi, les pétroliers qu'ils sachent aussi qu'ils sont en train d'échouer dans les secteurs qui leur avaient été octroyés par l'État. Mais j'aurais aussi voulu que l'État joue à une politique, peut-être à une autre intervention, je vais le dire, à une politique de providence. Ça veut dire jouer aussi aux fournisseurs, aux côtés. On en arrivera. Merci, madame. Dans Israël, dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier cette grève de pétroliers? Oui, comme M. Bondonnet qui venait de le dire, la grève est justifiée, mais je dirais plutôt à 50%. Il y a à boire et à manger dans tout cela. La vérité est que, comme il a bien dit, les prix sont subdivisés en 3 parties au Congo. Et vous verrez par exemple le jet A1, ou soit le kérosène, coûte moins cher à Kinshasa. Et de ce côté, ça coûte un peu beaucoup plus cher. Donc c'est une répartition purement économique, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et le grand problème par ici, je viens de Lubumbashi quand j'ai reçu l'invitation de venir, j'étais encore à Lubumbashi, mais vous allez constater que toutes les stations qui sont un peu très bien structurées fonctionnent. Par exemple, les NGN, FINA, à Lubumbashi, ils fonctionnent, ils continuent à fonctionner. Pourquoi continuent-ils à vendre au prix normal le carburant alors que les autres pétroliers sont en grève? J'ai fait des petites investigations, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a des problèmes sérieux qui sont en train de se passer en ce net moment. Par exemple, le circuit pétrolier dans la zone sud-est est géré par les expatriés, entre autres quoi, les Somaliens et ces peuples-là, les Hamites, les gens de ce côté. Et quand ils sont venus au Congo, il y a un phénomène. Ils sont soutenus par, entre guillemets, des politiques. Donc, ils ont été parrainés. Ces pétroliers, quand ils sont venus au Congo, ils ont été parrainés. Et il se retrouve qu'il n'y a pas d'exonération, comme M. Bondomé qui venait de dire tout à l'heure. Et alors, il n'y a pas d'exonération, mais leurs parrains leur demandent toujours encore de manger dans ce business. Et avec le prix qui est un peu marginalisé dans la zone sud-est, il se retrouve qu'il devient de plus en plus perdant. Je dirais plutôt à ces pétroliers, vous voulez faire du business au Congo, faites-le d'une manière légale. Venez par la grande porte, comme FINA le fait, comme Toto F le fait. Venez entrer par la grande porte, vous retrouverez que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes à gérer. Parce que Toto F continue à vendre du carburant. Hier, personnellement, j'ai acheté du carburant à Lubumbashi chez Toto F, au même prix.
Ou bien vous soutenez le fait que certains disent que c'est à l'État congolais de s'occuper de ces secteurs aussi pour ne pas que ce genre de situations nous arrivent de temps à autre. Bon, justement, à l'État congolais de s'occuper, mais ça serait en déphasage du système économique du pays. L'État ne peut pas s'occuper de tout. Il y a les entrepreneurs qui sont pour ça, mais seulement l'État doit jouer une bonne régulation. L'État doit bien gérer le secteur. Comme monsieur le CT vient de le dire, c'est un secteur très important de la vie économique du pays. Alors il faut que l'État s'implique de sorte que ceux qui viennent investir dans ce secteur soient régularisés, qu'ils ne passent pas par d'autres mains. Que ce soit par les trucs, non, voilà, c'est tel politicien qui gère telle station. Par exemple, il y a des cas ici qui sont trop flagrantes. Hier, vous avez par exemple madame, le nom c'est comment encore Gracia. Vous avez par exemple Gracia Trading et en un jour ça change, ça devient quoi? Chibola Trading. Il y a quelque chose qui se passe là, c'est pas par hasard que quelqu'un vient changer le nom de sa station, de son business comme ça à l'occasion de rien. Non, ça veut dire ceux qui étaient sous couvert des hommes politiques par le passé, avec tout ce qui se passe au pays en ce moment, se retrouvent qu'ils ont de la pression. Et cette pression est si puissante qu'il y a des factures et des arrêts qu'ils doivent payer. Et s'ils continuent à payer et qu'ils ont toujours la même mise de certains hommes politiques sur eux, ça va poser des problèmes. Ça sera trop grave. Moïse Swana, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, je suis en train de partager la faute. Il y a 50% qui appartient à l'État et 50% aussi aux pétroliers. Parce qu'au fait, l'État devrait déjà, au préalable, prendre des mesures préventives par rapport à ça. Parce que l'économie appartient à l'État, bien sûr. J'entends mes co-débatteurs. Cette économie est beaucoup plus tournée vers extraverti et de toute façon. C'est ça même. Extraverti, on emporte même la boîte d'allumettes. C'est ce qui pose problème. Je pense qu'il y a le CT Bondomé qui est ici, qui nous enseigne toutefois l'économie, mais je ne sais pas comment on ne sait pas respecter cela dans les pays. Parce qu'au fait, on devrait vraiment privatiser ces secteurs par rapport aux locaux. Si vraiment on avait beaucoup de locaux qui se sont investis dans le pétrole et autres, ça pouvait peut-être pallier à certains problèmes. Vous savez, il y a aussi des caprices. Ils se disent, même si on coince tellement qu'au Congo, il n'y a pas de mesures palliatives par rapport à ça, donc ces gens-là vont toujours recourir à nous. Et ça est en train de fragiliser l'État. Donc l'État n'arrive pas à prendre des décisions efficaces pour contraindre ces gens à pouvoir revenir à la normale. Ils se disent, même si nous déclenchons, voire comme nous l'avions suivi. En fait, l'État est dans le procédure de négocier, mais c'est alors que c'est surprenant, ils ont trouvé que les pétroliers ont déclenché déjà une grève. En ce sens-là, ça complique déjà les affaires. Pourquoi? Ils se disent, ils s'enorgueillissent parce qu'ils se disent, même si nous déclenchons des grèves par-ci, par-là, l'État va toujours revenir à nous parce qu'il n'y a pas de mesures palliatives. Moi, je pense que l'État plutôt doit vraiment s'investir dans ces domaines pour faciliter, parce qu'aujourd'hui, c'est la population qui paye le prix. Et l'État doit s'investir en quoi, faisons, par exemple? Au fait, par l'entrepreneuriat local. C'est-à-dire, ils doivent soutenir les gens qui ont ces idées. Les locaux qui doivent être à mesure aussi, par exemple, d'ouvrir des stations par-ci, par-là. Si nous lisons comme mon prédécesseur venait de le dire, si nous regardons bien, la plupart des stations qui sont dans la ville ou partout là, ce sont des stations des étrangers. Et là, ça fragilise directement le pouvoir public parce que une fois, il faut toujours passer à des tables de négociation. Vous n'avez pas de décision directe. Or, s'il s'agissait des entrepreneurs plutôt locaux, des fois, ils pouvaient les appeler directement et trouver des solutions très vite. Et ça pourrait quand même marcher. Et Bondomé, selon vous, quels sont les stratagèmes que le gouvernement provincial, je suis clair et net, de la province du Lualaba, peut mettre en place pour pallier à ce problème? Ok, merci beaucoup madame pour la question. Elle est aussi très très intelligible. Mais en fait, j'ai une inquiétude. Vous devez savoir que le secteur justement du pétrole, du carburant, c'est un pétrole dont la gestion est nationale, malheureusement. Et que la province se trouvant, n'est-ce pas, dans ce marasme, dans cet aquarium, n'est-ce pas, fluide, ne peut vraiment pas s'assurer une certaine autonomie pour se prémunir contre tout ce qui pourra être comme aléa provenant des décisions
systémiques. Vous comprenez, quand c'est national, donc ces décisions là-bas deviennent systémiques, même les risques deviennent systémiques. Mais en fait, moi je ne peux pas partager, madame, la responsabilité. Pour moi, je donne le 100% de responsabilité à l'État. Pourquoi je dis ça? C'est lui le gestionnaire de ce domaine. Quand on dit gestionnaire, il y a aussi un pilier ou un ingrédient incontournable et essentiel, c'est la prévision. Est-ce que l'État sait faire de prévision? S'il a des prévisions, quand vous gérez, vous devez faire preuve d'une certaine autorité dans le secteur que vous êtes en train d'assurer la gestion. Alors, où est l'autorité de l'État ici? C'est pourquoi déjà j'ai préconisé, n'est-ce pas, un stratagème, n'est-ce pas? C'est le stratagème de l'État-providence. L'État-providence ne s'arrête pas tout simplement à la régulation, ça veut dire à mettre une certaine législation, des lois pour orienter ou gérer un certain secteur ou un domaine, mais aussi de se mettre aux côtés des particuliers. L'État peut être un fournisseur. C'est là maintenant que je peux pointer le gouvernement provincial. Nous pouvons avoir des stations ici du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial ne manque pas de moyens. Des stations, je vous assure, madame, gouvernement provincial, géré par un personnel de la province, la caisse de la province. Parce qu'il y a des recettes, et ces recettes là-bas, nous avons un ministère de finances. Quand on parle de finances, les finances, ça fait allusion à la recherche des capitaux et au financement des capitaux de la manière la plus efficiente. Comme nous avons un ministère de finances et que nous avons des recettes, il y a moyen d'affecter une certaine portion de financement, n'est-ce pas? À quoi ça? À un financement, ça veut dire plutôt à un investissement. Vous créez des stations, surtout que ce secteur là-bas est vital. Je crois que le gouvernement provincial peut être pointé en ce moment là-bas. Aussi, la création d'un certain environnement propice, n'est-ce pas, à la création et l'incubation, l'accompagnement, l'émulation, n'est-ce pas, des petites et moyennes entreprises locales gérées par des locaux qui ont d'abord le patriotisme en eux, qui ont le nationalisme en eux, qui sont aussi soumis, n'est-ce pas, à l'autorité établi. Mais quand vous avez des particuliers, des étrangers qui viennent avec beaucoup de capitaux, qui se mettent à côté de vous, très puissants, parce qu'ils détiennent des capitaux, madame, je crois que vous êtes amuselée, vous ne saurez pas suffisamment parler et leur donner des orientations. Mais Bondomé, s'il faut parler de solutions à court terme. À court terme, je vous dis... Parce qu'avec le temps, on risque de ne plus marcher. Voilà. À court terme, tout ce que je peux vous dire ici, madame, c'est que nous ne pouvons pas faire venir des litres ou des citernes de carburant dans 24 heures ou 18 heures, parce qu'on en a besoin même dès aujourd'hui. Je crois qu'il est temps que l'État convoque en toute autorité, je dis bien, demain, ce matin, et pas pour une réunion de 3 heures, et immédiatement qu'ils aillent ouvrir et que les négociations continuent. Pourquoi? Parce que c'est la population. La population est en train de payer la facture. Et madame, vous savez, on ne doit pas se cacher la face. Si la population continue comme ça 3 jours, ça sera la grogne dans la rue. Et déjà 3 jours, c'est depuis jeudi. Alors voilà, mais je vous dis que même demain ça continue, il y aura la grogne. Pourquoi? Parce que nous ne saurons pas continuer à vivre comme ça. Et quand il y a la grogne, maintenant ce sont les enjeux politiques qui vont s'inviter. Et c'est la chose qu'il faudra encore craindre. Parce que moi, de toutes les façons, madame, je vous dirais quoi? Ici, ça commence à outrepasser la sphère ou le microcosme économique maintenant. La manière dont ils ont arrêté de manière coupée à quel poisson, pap, vous arrêtez les pompes. Mais pourquoi ne fallait-il pas donner encore des moratoire? Ils ont prévenu, n'ont pas arrêté. Oui, mais cette prévention là-bas, l'État n'était pas encore cloisonné. Il fallait encore y aller. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ont encore donné? Ils ont averti à l'État. Alors, ils ont averti le gouvernement. Et nous revenons encore à ce gouvernement. N'y a-t-il pas là un sens d'irresponsabilité? Excusez-moi, le terme est choquant, mais c'est ça. C'est vrai, parce que la population est en train de croupir aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que, dites-moi, pour quelqu'un qui a quitté la maison avec 2000 francs, comment va-t-il rentrer parce qu'il reste à Louilou, il reste à Kapata, il vient en ville et c'est là qu'il trouve le prix du transport. Je trouve que l'État, et il ne va y avoir, madame, je connais mon pays, il ne va y avoir aucune mesure palliative ou réparative de tout ce qui se passe ces 2-3 jours pour la population qui est en train de payer la facture, parce que ce ne sont pas les pétroliers qui payent la facture, non plus les décideurs, mais plutôt la population qui est le dernier consommateur ou le consommateur final. Et ça, c'est inacceptable du point de vue politique, économique, qui vise le bien-être de la population. Parce que le politique qui a la philosophie ou même la vision du pays a aussi le secteur économique à assurer pour assurer ou garantir le bien-être de la population. Ici, c'est un échec cuisant. Ici, il faut même demander, pas moi le président, je ne demanderai pas au ministre de faire ceci, qu'il dépose la démission. C'est déjà une crise terrible. Comment ça fait qu'on vous a prévenu par les pétroliers? Vous avez eu le temps de parler avec eux. Donc vous n'avez pas pu vraiment négocier. En quoi est-ce que êtes-vous ministre?
soyons qu'on se regarde en face, madame. Un code, vous, ministre, si vous ne savez pas négocier, n'est-ce pas, avec ceux-là qui détiennent un secteur vital et stratégique pour le pays, il aurait fallu qu'il y ait des missions aujourd'hui du ministre et qu'on voit comment est-ce qu'on peut trouver des voies d'issue pour la population qui est déjà meurtrie par le Covid-19 et encore on continue à aménuiser son pouvoir d'achat et à la faire couper dans un noir. Merci bien, Bondomé, qui est Moïse Soana. Étant activiste de la société civile, quelle solution, quelle stratégie pouvez-vous proposer au gouvernement provincial pour pallier à ce problème? Merci. Nous demandons aux autorités de s'y mettre. Parce qu'au fait, cette affaire, comme vient de le souligner M. Bondomeki, c'est la population qui en pâtisse. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent ici via juste les moyens de transport. Nous voyons beaucoup de privés s'engager dans ces domaines avec leurs petits taxis qui les font vivre tous les jours. Et aujourd'hui, comme il y a vraiment une pénurie de carburant, et ça fait débat. Nous étions sur terrain aujourd'hui, madame, c'est déplorable. Le bidon de 5 litres aujourd'hui se vend à 45 000. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et c'est une population qui est en train de courir chaque jour parce que d'abord les moyens de transport ici même à Kolwezi compliquent. Et il y a les prix qui se multiplient maintenant fois 3 à 4 pour payer. Tu vois, ça complique avec cette population qui est en train de souffrir comme venait de le souligner Monsieur Bondo, à peine de quitter l'histoire de Covid. Maintenant c'est les carburants qui fait débat sur le marché. Je pense que les autorités doivent prendre les responsabilités et ils doivent vraiment obligé. Ici, il n'y a pas question de négocier. Parce que s'il faut aller en négociation, en même temps, nous sommes en train de souffrir. Donc, il faut carrément obliger ces gens d'ouvrir. Hier, nous avons vu Toto ici ouvrir. Mais obliger ces gens à ouvrir, c'est une chose. En même temps, ils font du business. Ce sont des hommes d'affaires. Ils ne peuvent pas ouvrir et puis encaisser des pertes. Madame, le business est en train de se faire dans un pays où il y a de l'économie. Il y a la loi qui doit être respectée. Je vois même des fois, il y a l'État qui peut sacrifier, par exemple, quel que soit le problème et autres, sacrifier même de l'argent pour que la population d'abord puisse être à l'aise. Moi, je pense qu'il faut les obliger et s'il y a des calculs à faire, ils vont le faire après, mais que la population rentre dans leurs droits de vivre comme il le faut, payer les transports convenablement, que les prix du carburant soient à la baisse comme toujours. Parce que là, nous sommes en train de souffrir. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Pour venir même ici à Ouangou, il faut prendre un moyen de transport. Là, nous allons quitter l'émission bientôt. Là, il faut rentrer, il faut chercher les moyens de transport. Et ça complique. Et vous voyez que ça commence à ouvrir certaines portes plutôt même d'insécurité dans la ville. Parce que les gens peuvent en profiter du fait qu'il y a carence. Parce que ça ne touche pas seulement la population, même les politiques. Aujourd'hui, il peut y avoir un problème et que vous appelez par exemple la Jeep de la police, on vous dira qu'il n'y a pas de carburant. Et tout ça, ça va incomber à qui? C'est les autorités. Ils doivent vraiment résoudre ces problèmes le plus vite possible et que demain, nous puissions rentrer dans nos droits comme il le faut. Et dans Israël, aujourd'hui, 1 litre de carburant coûte auprès de nos revendeurs, qu'on appelle communément Kadhafi, 10 000 francs congolais, pour ne pas dire 9 500. Ça dépend d'un Kadhafi à un autre. Ne pensez-vous pas qu'il y a de la mauvaise foi entre nous-mêmes Congolais? Parce que eux, ils ont acheté le mercredi, jeudi, à un prix normal, 1500, au maximum 1500 francs congolais. Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème entre nous-mêmes Congolais et juste de la mauvaise foi, entre autres? Non, et je dirais pas très mauvaise foi, mais c'est comme ça, c'est ça le business, la loi de l'offre et de la demande s'impose et c'est comme ça que ça marche. Je suis un peu sceptique avec les pétroliers de la zone sud-est, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un problème, madame. Le carburant, hausse de prix, il n'y en aura pas. Ça, je peux vous le garantir déjà. S'ils recherchent une hausse de prix vertigineuse, ils n'auront pas ça. C'est impossible. Est-ce qu'on est en train déjà de vivre? Non. Bien que ce soit une parenthèse. Une parenthèse, oui, avec les Kadhafi, comme vous l'avez dit. Je veux donner un peu quelques détails. Déjà que, comme M. Bondomeki l'a dit, le prix est fixé au niveau national. Le gouvernement provincial n'a rien à faire dans tout ça là. Quoiqu'à Kinshasa, ça coûte depuis les prix, la fixation de prix de la régulation de mai. À Kinshasa, c'est 1995 en francs congolais. La zone est, c'est à 1500 et la zone sud, c'est à 1390. Le grand problème est que le carburant, le prix du carburant par baril est en train de baisser depuis 2018.
En 2018, nous étions à 70 USD le baril. En 2019, nous sommes passés à 64. Et en 2020, juste quand la Russie et l'Arabie Saoudite ont cessé les négociations sur la fixation de quoi de production, le carburant avait déjà commencé à baisser. Au mois de mars, nous sommes passés à 30 USD quoi, le baril. Donc c'est ce prix à l'international qui influence le prix sur le plan national. C'est ainsi que vous verrez qu'en avril, en mars c'était 30 $ et en avril c'était 25 à l'international, qu'en mai le gouvernement s'impose afin que le carburant quitte 2000 là où nous étions pour être à 1500. Maintenant, les trafiquants de la zone sud-est, les pétroliers de la zone sud-est, ils ont un problème. Leur problème est connu. Ils veulent juste qu'on régule leur prix d'ici, peut-être à la moyenne du prix de quoi de l'Est ou à la moyenne du prix de quoi de la zone ouest. Et c'est là que se pose le problème. Et le plus grand encore, c'est ce problème d'exonération. Ils ne vont pas avoir la totalité de ce fameux problème. Parce que l'IGF, l'Institut général de finances, l'inspection générale de finances, ils ont trouvé, il y a des milliers d'exonérations injustifiées. C'était sous couvert des politiques et c'est ce que nous devons dénoncer. Ils étaient là avec des exonérations injustifiées. Quand on fixe le prix, par exemple, à Kinshasa, c'est 1900 et à Lubumbashi, ça doit être 1300. Il y a des raisons, madame. La distance parcourue que le cargo doit prendre pour arriver ici, le coût du transport pour amener le carburant à Kinshasa et le coût du transport pour amener le carburant à Lubumbashi est différent. C'est en fonction de toutes ces mesures que les prix ont été fixés. Et alors, s'il faut qu'on leur majeure, oui, ils doivent le faire. Mais ce qu'ils ont fait, c'est injustifié. Ils ne devaient pas le faire parce que c'est la population qui paye la note, c'est la population qui en souffre aujourd'hui. Et je pense plutôt que les pauvres Kadhafi ne peuvent rien parce que s'ils mettent le carburant à 5 000 francs, à 6 000 francs, demain déjà il n'y en aura pas, ça sera le même problème, il n'y aura pas de solution toujours. Et Bondomeki, qu'est-ce que vous en pensez? Que les Congolais n'aiment pas les Congolais ou c'est vrai aujourd'hui il y a eu hausse, mais c'est hausse chez les Kadhafi parce qu'à la pompe tout est fermé, il y a grève, les pétroliers ne travaillent pas. Ne pensez-vous pas qu'il y a, bien que l'économie joue, mais il y a aussi une mauvaise foi entre nous-mêmes? Oui, madame, nous ne parlerons peut-être pas de mauvaise foi, c'est un comportement tout à fait naturel du fait qu'il y a ce qu'on appelle un comportement d'abord naturel par la loi de l'offre et de la demande, mais il y a beaucoup plus de la spéculation. Vous comprenez? Quand on sait qu'il n'y a pas, pratiquement pas de stock de carburant à Kolwezi, la personne qui a un petit stock se dit maintenant j'ai une denrée très précieuse, très prisée, tout le monde la recherche, il fixe un peu à 20 000, tout le monde vient, il fixe à 40 000, tout le monde vient, et c'est comme ça joue. Et vous allez voir, ils ont fixé à 100 000 et puis après ils rebaissent un peu. Ça veut dire que la spéculation est là-dedans justement. La spéculation ne peut pas l'apparenter, n'est-ce pas, à la mauvaise foi, mais plutôt au laxisme, n'est-ce pas, aux brèches, n'est-ce pas, que le gouvernement, n'est-ce pas, a laissé à ce gens là-bas. Comme je venais de vous dire ici, nous voulons avoir de l'autorité. L'autorité, c'est quoi? Quand vous vous rendez, par exemple, compte qu'il y a eu des exonérations exorbitantes, injustifiées, parce que ces entreprises ici ont peut-être mal déclaré, ont caché, n'ont pas vraiment déclaré leurs bénéfices comme il faut, madame. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères. C'est ça le problème aussi qu'il faudra relever là-dedans. On a vu qu'il y a des exonérations. Les exonérations là-bas ont été indues à ces entreprises là-bas. Alors, comme vous le savez, tout capitaliste, lorsqu'il faisait des bénéfices, il se taisait. Alors qu'il peut peut-être essuyer un petit temps de petites pertes. Alors, il crie déjà dessus et il monte sur les grands chevaux pour dire « Ok, je vais arrêter ». Moi, je trouve que nous voulons de plus en plus de la présence de l'État en tant qu'arbitre, premièrement, et deuxièmement aussi prendre une politique économique idoine. Comme je viens de vous dire ici, il n'est pas interdit que notre État puisse investir dans le secteur du carburant. Nous voyons dans le transport, il est là, on a Onatra, on a tout ceci, mais qu'il se mette aussi dans le carburant, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce serait lui qui vendrait à 2000 francs, tout le monde... Vous n'allez pas fermer vos pompes pendant 40 jours parce que quand vous faites ça, vous fournissez aussi plus, vous vendez à un prix normal, vous allez voir qu'ils vont vous suivre par, n'est-ce pas, le comportement de la main visible, la théorie de la main visible, ils vont vous rejoindre. Je trouve selon madame que c'est l'État
qui est en fait celui qui nous a créé tout ce problème et malheureusement qui le résout toujours très mal. Comme je vous dis ici, comment il y a eu des négociations avec ces gens ici que nous pouvons pointer du doigt aujourd'hui? Pendant ces 2 jours, il n'y a pas eu suite et puis il y a grève, la population croupie, empathie et puis c'est le même ministre qui est toujours en fonction, il n'y a pas de sanctions, d'interpellation et on dit aujourd'hui que leurs desiderata ont été reçus. Alors, si vous relâchez aujourd'hui le prix, demain vous relâcherez encore. C'est que vous dites gestionnaire, mais vous n'avez pas le pouvoir. Madame, quand vous n'avez pas de pouvoir, vous ne pouvez pas décider. Et celui qui peut décider, c'est seulement qui a de l'autorité. Nous voulons un peu de l'autorité politique, monétaire et plutôt économique dans ce secteur là-bas, stratégique comme je viens de le dire. Et pensez-vous que cette situation va impacter négativement l'économie de notre pays, surtout après ce temps passé? Madame, je vous dis qu'aujourd'hui peut-être nous ne le sentons pas. Mais demain, parce que celui qui va produire le pain en utilisant un groupe électrogène utilise le carburant, le pain va augmenter de prix. Celui qui va coudre en ville parce qu'il doit prendre du transport, le prix de la couture va augmenter de prix. C'est qu'il y aura effet de contagion des prix sur le marché. Comme je venais de vous dire au début, le carburant ou le gasoil, n'est-ce pas, c'est un vecteur qui se retrouve dans tous les prix des biens et services sur le marché. Donc dès demain déjà, on va voir l'effet de contagion dans les autres prix. Et il y aura ce qu'on appelle flambée de prix, qu'on traduit par les économistes par inflation. L'inflation qui est en fait une baisse, n'est-ce pas, c'est une dépréciation de la monnaie locale qui est encore un autre problème qu'on a déjà connu, il vient encore d'être aggravé par ceci. Nous allons connaître une inflation, une instabilité interne de la monnaie qu'on appelle la dépréciation de la monnaie. Le taux que nous voyons encore dégringoler va encore très vite encore remonter par la suite de ce que je viens de vous expliquer ici comme mécanisme d'entraînement économique. Ipso facto, je vais vous assurer, d'ici demain ou après-demain, les prix des autres biens et services seront impactés par le prix du carburant, qui est en fait un vecteur se retrouvant de tous les prix des biens et services sur un marché national. Et Maurice, on a qu'à dire de cette situation par rapport à notre économie, et surtout avec ces temps passés en confinement à cause de la pandémie à coronavirus? Madame, ça fait peur déjà, ça fait peur. La population continuera à souffrir parce que là, c'est comme on vient de l'entendre tout de suite. Vous voyez le pétrole, ça influence tous les prix, sur tous les biens qui se vendent dans les marchés. Demain, vous allez voir, la tomate peut-être qui se vendait à 1000 francs sera à 1500. Pourquoi? Parce que le moyen de transport est bloqué. Et surtout que nous n'avons même pas la politique de production locale. C'est ce qui pose encore problème. Vous allez voir que tout ce qu'on consomme à Kolwezi, 80% vient d'ailleurs. Et c'est là parce qu'il y a déjà hausse des prix du carburant sur le marché, ça va influencer automatiquement d'autres produits. Et c'est là, c'est la population qui continuera à payer les prix. D'où nous disons dès demain déjà que les autorités prennent des décisions à demander à ces pétroliers d'abord d'ouvrir, quels que soient les problèmes, quels que soient les prix à fixer. Hein, l'argent que ces pétroliers-là sont en train d'utiliser, c'est l'argent de la population. Le gouvernement doit donner solution à la population. Nous ne demanderons pas ici directement au ministre peut-être de démissionner parce que les pétroliers se sont comportés ainsi, mais nous lui demandons d'imposer son autorité pourvu qu'il y ait des solutions. Dès demain déjà, parce que sinon c'est la population qui va payer les prix et si la population souffre, vous savez déjà, le pouvoir appartient au peuple. Nous n'avons pas besoin de voir aujourd'hui ou demain que les gens commencent à marcher parce que bientôt là nous sommes en train de lutter contre le Covid et nous ne voulons pas encore qu'il y ait des occasions qui vont occasionner des marches dans la province parce que la population va descendre dans la rue et réclamant encore la baisse du prix du carburant. Je pense que les autorités doivent vraiment jeter un œil regardant à ces problèmes afin que la population puisse revenir dans les droits. Nous ne voulons pas qu'il y ait des cris d'alarme par-ci par-là parce que dès demain je vous dis déjà parce que et même les boutiquiers, les autres, ils étaient en train d'observer si ça pourrait se pallier le plus vite possible. Mais si demain encore cette situation demeurer, vous allez voir que tout va changer. Et cela va poser des problèmes sérieux et nous demandons vraiment dès demain qu'il y ait une solution. Dans Israël, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais plutôt, en ce qui concerne le prix du carburant à la pompe, la Covid-19 étant une crise, c'est elle-même qui a favorisé à ce que le prix soit revu à la baisse. C'est à cause de la Covid que le prix a chuté, parce qu'il y a crise.
l'offre et la demande étaient disproportionnées et ça a fait ce que ça a fait et la Covid a fait ce que le carburant puisse baisser. Mais déjà que nous avons beaucoup de problèmes à gérer avec la Covid au niveau national. Bientôt il y a la rentrée des églises, bientôt il y a la rentrée des classes et nous ne savons pas comment est-ce que nous allons tous à gérer et nous augmenter ce problème déjà des prix qui va être revu à la hausse. Ce serait inacceptable. Il serait ubuesque et saugrenu de penser que ces gens vont recevoir tout ce qu'ils recherchent ce sera un plat doré. Non, mais c'est que nous aimerions, à ce stade-là où nous en sommes, que le gouvernement prenne des décisions. À partir de demain, d'ailleurs, j'aurais appris, j'ai essayé d'appeler Kinshasa, on les a donné un ultimatum jusqu'à demain de rouvrir le temps qu'ils sont en train de négocier. Ceux qui ne vont pas accepter, ceux qui vont désobéir, qu'ils ferment pour toujours, en fait. Parce que je peux vous rassurer, je vous confirme encore que Toto F, Indian sont en train de travailler à Lubumbashi. Ils continuent à ouvrir. Hier, moi, j'ai acheté du carburant à Lubumbashi chez Toto F. Et avec ça, c'est justement le problème qu'ils ont. Ils ont été lésés, oui, parce qu'actuellement, les exonérations injustifiées qu'ils avaient. Justement, ils se plaignent de la multiplicité des taxes. À qui profite réellement cette situation? Justement, la question que vous devez vous poser, pourquoi dans la zone ouest, ils ne se plaignent pas? Pourquoi dans la zone est, très est, ils ne se plaignent pas? Seulement dans la zone sud-est. C'est là qu'il y a problème, madame. Si c'était un problème économique général, à Kinshasa, on devait se plaindre, à Goma, en Ituri, ils devraient se plaindre, et de même ici. Mais curieusement, c'est seulement la zone sud-est. Je vous le confirme encore, j'ai fait des enquêtes comme un bon analyste économico-politique. Les secteurs pétroliers du sud-est a été parrainé à 80% par les politiques. C'est le problème qu'il y a. Actuellement, l'IGF est en train de coincer, en train de vérifier toutes les exonérations. Madame, ils encaissaient des grosses bénéfices. Maintenant, en ce net moment, avec tout ce contrôle, c'est les mêmes taxes qu'on paye à Kinshasa, les mêmes taxes qu'on paye à Matadi, c'est les mêmes taxes qu'on paye à Kasumbalé, ça rien n'est différent. Pourquoi pas les autres ne se plaignent pas seulement ici? Alors, je lance encore un appel. C'est ici, nous, entrepreneurs locaux, nous devons nous lever. Nous devons essayer de changer la donne. Nous devons nous mettre ensemble. J'ai quelque chose, M. Bondomé a quelque chose, mon frère a quelque chose. Que nous apprenions cette culture d'unicité, que nous apprenions à travailler ensemble. À titre d'exemple, quand vous allez juste à côté, le supermarket qui est juste à côté, c'est un groupe, il y a plein de gens. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un individu. Si peut-être seul M. Bondomé qui ne saura pas avoir une station essence, mais à 10 Congolais, nous pouvons le faire. Mais c'est cette solidarité qui nous manque très souvent. Justement, c'est cette solidarité qui manque aux entrepreneurs congolais. Et c'est ce qui est criant, c'est ce qui est saugrenu dans le chef des entrepreneurs congolais. Nous devons apprendre à nous faire confiance nous-mêmes. Parce que nous n'accepterons pas que nos frères, nos sœurs, nos enfants souffrent, n'arrivent pas à aller se déplacer, à faire leur business, même par patriotisme. Nous allons négocier avec le gouvernement jusqu'à ce que nous résolvions ce problème. Personne ne vous trompe que les pétroliers sud-est sont en train d'épuiser des pertes en sonnettes moment. C'est faux et archi faux. C'est un secteur prisé où il y a beaucoup d'argent. Ils ont toujours gagné des millions de dollars, madame, je vous en prie. Des millions de dollars qui aujourd'hui maintenant on leur coince pour qu'ils payent les taxes normalement. Parce que nous perdons plus de 10 milliards de dollars par an à cause des exonérations injustifiées dans ce pays. Ils doivent payer la taxe. Nous nous sommes retrouvés, le président promis combien? 10 milliards de dollars de budget. Nous nous sommes revus à la baisse. Pourquoi? Le système n'a pas changé dans le fond. Ça, M. Bondomé l'expliquerait très bien. Si le système, le circuit de recettes n'ont pas changé, comment voulez-vous que vous revoyez quoi à la hausse dans votre budget? Alors ces gens, ils ne doivent pas jouer à ces jeux. Le Congo appartient aux Congolais. Ça, c'est notre pays. Nous ne devons pas payer de leurs erreurs. S'ils sont venus se cacher derrière des personnes pour tricher, pour voler l'État congolais, le temps est arrivé. Ils doivent payer les taxes. Ils doivent se raviser et demain ouvrir déjà. S'ils ferment, qu'ils ferment pour toujours. Que Toto F continue. Nous allons appuyer l'idée de M. Bondomeki. Que le gouvernement, même provincial, il y a des gens qui construisent des stations ici dans 2 mois. Nous en avons vu ici.
le chantier d'à côté ici et l'autre qui était au niveau de quoi, vers P2 là-bas. Ils n'ont pas traîné, madame. Donc si le gouvernement ils peuvent se décider, un peu d'argent on peut mettre là-dedans, on met des très bons gestionnaires, qu'on ne mette pas ce qu'on a toujours fait par le passé, qu'on mette des très bons gestionnaires qui seront gérés par la province, et du coup, on n'aura pas besoin de subir ces genres de pression. C'est injustifié. Ils doivent se raviser. Merci beaucoup, Don Israël. Bondomé, qui étant expert en économie, selon vous, cette situation profite à qui? D'autant plus qu'on s'est rendu compte que le pétrolier, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a multiplicité des taxes. Non, je crois qu'ils viennent de sauter comme une maladie opportuniste sur nos autorités ou notre gouvernement. Ils vont pleurnicher. Pourquoi? Moi, je pense que ce pays-ci pourrait même être qualifié sous d'autres cieux de paradis fiscal. Ce pays-ci, à quel type de taxes, madame? Ce sont des secteurs là où la fiscalité sur les bénéfices d'entreprise peut même arriver à 70%, 70%, 75% du bénéfice réalisé. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Vous comprenez, c'est qu'ils n'ont pas de raison. Ils savent que notre État est faible. Et dans de pareilles circonstances, il n'aura pas d'issue. Et ils pensent vraiment lui coller le dos au mur. Je pense aussi que notre État, on ne sera pas là toujours commencer à cajoler les gens. C'est un secteur vital, comme ça a été décidé vital depuis déjà de belles lettres. On peut même procéder au scellage. Vous scellez, vous faites l'inventaire du stock, vous le coulez. L'État peut faire ça. Je vous le dis, c'est l'autorité publique. Il a un pouvoir discrétionnaire en ce moment pour l'intérêt suprême de la nation, la population d'abord, n'est-ce pas? On peut prendre toutes ces stations là-bas, leur montrer que c'est moi le maître de ce secteur. Nous, c'est long, on fait l'inventaire de stock, on commence à écouler, madame, c'est faisable, je vous le dis. L'État a ce droit-là. On ne sera pas toujours commencer à cajoler, à donner quoi? Parce que si l'État, le pouvoir public, osait tout simplement reculer ici, madame, c'est fini, ça sera le ventre mou. On commencera toujours à donner le coup par là et on va toujours commencer à reculer. Et ce ne sera pas le gouvernement qui va perdre, ce ne sera pas les pétroliers qui vont perdre, mais c'est plutôt qui? La population. Ça profite à qui, madame? Ça profite aux pétroliers qui deviennent maintenant trop forts. Aujourd'hui, avec la FEC, moi je suis très contre cela, ils viennent de se comporter en cartel. Ils veulent vraiment de se comporter en cartel. Oh, madame, la pratique des cartels n'est pas une bonne chose. La pratique des cartels est en train de supprimer la pratique de la concurrence. Or, la concurrence est en train d'apporter un fait très important en économie. C'est quoi? C'est que la concurrence permet aux particuliers de réaliser leurs propres intérêts égoïstes et aussi au pouvoir public de réaliser un intérêt général. Ça veut dire la baisse des prix. Oui, parce que par la concurrence, par l'affrontement de plusieurs opérateurs dans un même secteur, le prix baisse. L'exemple, c'est le secteur de la communication. Le prix baisse. Et quand le prix baisse, c'est l'intérêt général qui est atteint, mais chacun aussi est en train de réaliser ce bénéfice toujours dans cette lutte là-bas. C'est pourquoi la concurrence, elle est bonne. Mais quand il commence à se comporter comme une corporation, comme un cartel, c'est une pratique condamnable et même c'est un crime aujourd'hui. Parce que regardez, ils deviennent maintenant un caucus très fort et ils veulent mettre notre gouvernement à genoux. Ça, c'est inacceptable. C'est ici que nous devons voir maintenant que l'État remonte aussi, n'est-ce pas, prenne ses pouvoirs discrétionnaires, montre les bien fondés de ses décisions. Nous n'allons pas concrètement, que doit faire le gouvernement? Concrètement, en ce moment, dès demain matin, tous sont convoqués et vous leur demandez, pendant que vous négociez, ouvrez et vendez à tel prix, avec vérification sur place. Celui qui refuse, on scelle, on fait l'inventaire, on vend au prix d'abord qui est requis. Ceux qui seront là, ils ont une représentation de la FEC. Et on va continuer les négociations. Et dans l'intérêt d'abord que les biens de la population soient faits quoi? Soient assurés. Voilà ce que moi, je préconise ici en tant que politique économique dans l'immédiat, à très court terme, pour remédier, même pas pallier, remédier à cette situation ici, bien que la population a déjà perdu de l'argent. Ça demande seulement du manque d'autorité. On n'a pas d'autorité économique dans ce secteur là-bas, là où ils sont censés être. Merci beaucoup, Bondomé. Moïse Wana, étant activiste, je martèle cela. Il y a une semaine, on a eu de problèmes avec le cours d'échange de notre monnaie. Aujourd'hui, on ne sait plus se déplacer. Selon vous, n'est-ce pas les débuts de l'apocalypse? Franchement, c'est le début de l'apocalypse, comme vous venez de le dire. Et ça fait peur. Moi, j'ai bien dit, ça fait peur déjà. Nous avons vraiment besoin de voir l'autorité de l'État à ce niveau ici, parce que
si la population est en train de souffrir, je ne trouve pas à quoi bon d'être dans vos bureaux climatisés et autres, être à l'aise. Parce que là, la population est en train de pleurnicher chaque jour. Peut-être vous êtes à l'aise par-ci, par-là, vous avez vos stocks, parce que je ne vois jamais une autorité se déplacer dans une voiture où il a un quart de carburant, c'est toujours full, plein, tout ça. Mais que dire des paisibles citoyens qui utilisent des petits motos, qui utilisent des voitures, des taxis pour se déplacer, aller dans les marchés, payer quoi que ce soit. En tout cas, franchement, ça fait mal. C'est le début de l'apocalypse, comme vous le dites. Tout ça, nous ne voulons pas que ça puisse retomber sur une personne. Mais c'est l'ensemble de toutes les autorités, vous devez vous mettre en œuvre pour que dès demain, comme on le dit, parce que nous ne donnons pas un grand délai, parce que nous souffrons déjà là. Nous crions à ce que dès demain qu'il y ait des solutions, c'est-à-dire qu'on appelle tous ces mondes-là, tous ces pétroliers-là de venir et ouvrir obligatoirement des stations. En attendant, les négociations peuvent continuer. Au cas où il y a quelqu'un qui va résister, qu'on scelle officiellement. Et si l'État doit prendre des mesures à ouvrir des stations par-ci, par-là, aussi il y a un problème. Pourquoi tout doit être concentré? Parce que si vous voyez, pour payer du carburant, il faut seulement être dans la ville, tout ça. Mais l'État doit prendre des dispositions. Partout vous passez, vous trouvez des stations partout, parce qu'ici il y a aussi multiplicité de stations. Je crois que la concurrence serait aussi la bienvenue partout et ça ne va pas vraiment avoir de l'influence. Imaginez en ces moments, s'il y avait par exemple 60% des stations qui appartenaient à l'État et que c'est l'État qui décidait. Voilà déjà que les autres là seraient fragilisés. Ils ne pouvaient pas prendre des décisions comme telles que nous fermons nos stations pour faire pression aux autorités d'écouter, parce qu'en ce moment ils se disent nous sommes forts. Vouloir ou pas, si vous voulez que nous réouvrons nos stations, vous devez accepter nos propositions. Or, l'État doit s'impliquer dès demain qui est vraiment la solution. Et ça fait mal. Sinon, il y a des choses qui vont se répercuter encore dans la sécurité de la province. Ça ne sera pas très bien. Parce que si déjà la population commence à faire des marches pour réclamer juste le prix du carburant, vous voyez ce que ça fait. Nous ne voulons pas que cela puisse toucher nos autorités et nous les demandons vraiment à trouver des solutions le plus vite possible pour que nous, population, soyons rétablis dans notre droit. Merci bien, Boïswana. Et dans Israël, un mot pour clôturer cette émission. Oui, un mot pour clôturer cette émission. Je veux m'adresser à toutes les deux bornes. Je vais commencer par les entrepreneurs que nous sommes. Voilà des opportunités. Ça, c'est une opportunité d'affaires. Quand les choses se passent de cette manière, nous pouvons nous conscientiser et nous dire que voilà, nous pouvons faire quelque chose en tant qu'Angolais. Aujourd'hui, il est d'une étrangeté rocambolesque ce qui se passe dans cette province et ici au pays même. Vous retrouvez donc l'économie est dans les mains des étrangers et nous sommes en train de céder. Pire encore, on est en train de nous déloger même de chez nous. À titre d'exemple, commencer à partir du tunnel, arriver jusqu'à Mwangeji. Toutes ces parcelles, presque toutes ces parcelles sont vendues aux étrangers, madame. Ils sont en train de bâtir du meuble. Oui, demain, moi et vous, nous nous retrouverons très loin là-bas. Nous laisserons cette ville à des étrangers. De même avec l'économie. Le secteur hôtelier pris par les étrangers. Nous importons tout, nous faisons tout qu'avec les étrangers. C'est ici une opportunité de nous conscientiser. Nous sommes Congolais, nous pouvons faire quelque chose. Mettons-nous ensemble, soyons soudés. Essayons de travailler ensemble, mettre dans la main pour que nous parlions à ce genre de circonstances. Et aux autorités, j'aimerais dire, l'autorité de l'État doit se sentir. À partir de demain, nous voulons des solutions. Avant qu'il ne soit 17h de fermeture pour les travaux, nous aimerons avoir des solutions. Ou soit ce sont les Somaliens et les Libanais qui dirigent le pays, ou soit c'est les Congolais qui dirigent le pays. Si ce message arriverait au président de la République, même par Internet, via YouTube, parce que les émissions de Wango sont sur Internet, en tout cas qu'il entende le son de cloche des Lualabé et en général des Katangé. Nous avons besoin des solutions, que le gouvernement s'implique, que Mme Badumbo, là, qui est la ministre de l'économie, si je ne me trompe pas, oui, elle doit devoir trouver la solution dès demain. C'est déjà un jour de trop, 4 jours, demain ça sera 5 déjà. Oui. C'est déjà un jour de trop, nous n'allons plus supporter, nous n'allons plus accepter. Sinon, n'acceptez pas, ne voulez pas que la population descende dans la rue. Parce que le Congolais d'aujourd'hui ne supporte pas des bêtises. Ne nous poussez pas à faire ça. Nous sommes au Lualaba.
une ville de paix, une province de paix. Merci beaucoup. Nous n'aimerons pas aller aux exactions. Votre mot avant de clôturer l'émission. Un moment, c'est que madame, il faudra que le gouvernement soit suffisamment responsable parce qu'on ne peut pas avoir une telle situation et avoir un ministre qui est bien assis, n'est-ce pas, et dans son bureau climatisé, il a une voiture qui prend du carburant gratuitement de l'État, il n'en comprend même pas le coût, qu'il puisse continuer à travailler comme c'était normal. Non, ça c'est inacceptable. Pour moi, la responsabilité n'est pas partagée, elle est à 100% entre les mains de celui qui détient la politique économique, c'est-à-dire le pouvoir public, qui doit être suffisamment responsable et nous dire dès demain, je l'ai dit ici, dès demain, à long terme, à court terme, on en parlera plus tard, mais d'abord, ici, nous parlons d'une crise immédiate, c'est que on va inviter de la première heure tous les pétroliers, leur dire d'ouvrir sans condition et de vendre au prix qui est déjà requis, n'est-ce pas, dans la société des prix, et pendant qu'ils sont en train de négocier avec leurs responsables, que les prix le carburant soit en train de vendre. S'ils refusent, madame, je le dis encore, on scelle, on fait l'inventaire et on vend. On va régulariser après. De façon, on sait que la population soit d'abord rétablie dans ses droits. On n'a pas à cogiter longuement là-dessus. Ça montre tout simplement qu'on est en train de perdre et que l'État prenne des dispositions. Même le pouvoir local ici, qui se réveille déjà de maintenant. Merci beaucoup, Bondomé. Merci. Moïse Fana, votre mot de la fin. Merci. Mon dernier mot, c'est que j'appelle aux autorités, franchement, de revenir à la raison, d'imposer l'autorité de l'État pourvu que la population soit rétablie dans leurs droits. Parce que nous ne voulons pas que cette situation continue. Aujourd'hui, c'est les carburants. Demain, ça sera les denrées alimentaires et ça va nous compliquer la vie. Nous voulons dès demain trouver une solution pour que nous vivons paisiblement comme toujours. Merci beaucoup à vous trois pour vos analyses très pertinentes. Madame, Messieurs, ce grand magazine est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.